Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Mon nom est Marie Cardinal et aujourd'hui, on va s'éloigner un peu de la plateforme Microsoft.net. On va même s'éloigner un peu de l'architecture pour parler d'agilité. J'enregistre l'émission en Floride, à Orlando. J'ai eu la chance de participer à la conférence Agile 2010, conférence annuelle, 2000 personnes. Et une des personnes qui est ici aussi à Orlando, qui est pas américain, mais qui est français, parisien, c'est Laurent Bossevi, qui est mon invité aujourd'hui. Bonjour Laurent. Salut Mario. Pas ton premier podcast, on t'a déjà eu comme invité en 2006. Le temps va vite, hein? Ça passe vite. À l'époque, je voulais faire un survol avec toi de quelques-unes des pratiques Extreme Programming, XP. Et puisque tu es une des personnes qui avait traduit le livre de Ken Beck en français sur Extreme Programming, je trouvais que tu étais un bon candidat pour nous aider à faire le tour du sujet. Laurent, toi, écoute, c'est pas ta première conférence agile. Ça fait quelques années déjà. T'étais probablement dans les premières, même dans les années 2003, quand ça s'appelait même pas Agile, que ça avait un autre nom originalement, hein, je crois. Ouais, exactement. C'était encore à l'époque, on appelait ça les méthodos légères, et jusqu'à ce qu'en 2001, ils en aient marre d'entendre parler légères ou poids plume. Enfin, on disait lightweight en anglais. Mm-hmm. Ça leur plaisait pas tellement d'avoir les connotations de cette appellation-là, et donc ils ont décidé de se réunir pour voir finalement qu'est-ce qu'ils avaient vraiment en commun. Et ça, c'était donc en 2001. Et donc ça fera 10 ans l'année prochaine. Donc c'est déjà un anniversaire conséquent pour la communauté agile. Et ce qui est marrant, moi ça m'impressionne un petit peu de penser à ça. C'est que pour moi c'est aujourd'hui, enfin pas loin, à quelques semaines près, que je suis déjà en train de fêter mes 10 ans d'implication dans la communauté agile. Donc avant l'écriture du manifeste, avant cette fameuse conférence de Snowbird, tout ça me ramène à l'été 2000, qui était le moment où j'ai découvert Extreme Programming. En 2001? C'est 2001 hein, le manifeste? Et voilà, donc 2001, Martin Fowler, Ken Beck, un certain nombre de grands noms. Grand maintenant, parce que personne savait. À l'époque, c'était juste. Époque-là, c'était quelques consultants avec une assez bonne réputation qui se retrouvent donc dans un petit chalet à Snowbird pour réfléchir sur finalement qu'est-ce qu'ils avaient en commun, comment ils pouvaient caractériser leurs différentes approches du développement des logiciels. Et toi, t'es dans les premiers signataires du fameux manifeste. Voilà, j'ai une petite fierté à être, je sais pas, il doit y avoir une centaine de pages de signatures entre 2001, fin 2001, début 2002, puisque là, la toute première page, c'est du 10 octobre 2001, donc quelques semaines après la rencontre, jusqu'à février 2002. Et puis bon, voilà, maintenant il y en a jusqu'à 2010. Ouais. Et les gens continuent à venir dire on adhère à ces valeurs, on adhère à ces principes, alors que à l'époque c'était pas du tout évident. Tout le monde se disait c'est une mode, ça va pas durer. Qu'est-ce que c'est farfelu? Mais c'est un peu le sujet de la conversation qu'on va avoir, qu'on a déjà débuté, mais quand on se disait de quoi on va parler, on s'est dit on peut parler finalement d'une rétrospective de l'agilité des 10 dernières années, en prenant forcément ton point de vue, parce que on comprend le monde de par qui on est. Hein. On est des êtres humains. Et dans cette rétrospective-là aussi, peut-être essayer de faire quelques constats. Un des premiers constats qu'on peut dire, c'est faire les tests en premier, c'était un des jalons importants de toute cette aventure-là. Un autre jalon important, c'est de prendre une approche systémique
Donc, d'y aller, par exemple, avec le fameux manifeste, qui est vraiment, quand tu regardes ça, on donne pas de recettes, on fait juste dire, voici des principes directeurs, voici des choses, des valeurs sur lesquelles on va s'appuyer. Et ensuite, si on respecte les valeurs, on est toujours aligné dans cette vision-là, mais on ne dicte pas aux gens comment faire les choses. Donc, c'est une vision très systémique. C'est probablement ce qui a fait que le mouvement agile, aujourd'hui, 10 ans plus tard, est plus fort que jamais parce que du fait que les gens ont... En tout cas, c'est des gens qui sont derrière ça, c'est des gens qui avaient un niveau de maturité ou en tout cas un niveau de compréhension des systèmes un peu plus élevé, en tout cas que moi, je peux avoir ou que beaucoup de gens, parce que c'est quand même assez puissant ce qu'ils ont réussi à mettre en place. C'est très important de garder ça en tête si on veut comprendre où on en est arrivé, pourquoi aujourd'hui en 2010 on a une conférence qui réunit autant de monde, pourquoi ça s'est diversifié, c'est pas seulement une conférence tous les ans, il y en a vraiment un petit peu partout qui se mettent en place. Rien qu'en France l'année dernière il y avait eu 7-8 conférences différentes. On a une initiative qui est née en France qui s'appelle Agile Tour et qui s'est répandue un peu au monde entier, qui a encouragé les gens à créer des conférences locales. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui est plus important qu'une mode, plus important qu'une série de recettes. Et effectivement, on le doit à ça, on le doit à cette idée que ce qui guidait ces personnes qui ont conceptualisé l'extreme programming et Scrum et les autres pratiques agiles, ça n'était pas une recette ou une méthodologie. Moi, j'aime pas du tout parler de méthode agile ou de méthodologie agile. Je préfère appeler ça des stratégies. C'est des façons de penser, c'est des façons d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a face à soi quand on entame un projet où il y a du logiciel qui doit en sortir. C'est des façons de voir le monde. Donc, il en sort évidemment des choses concrètes, des pratiques. Sinon, ça serait que des idées nébuleuses. Mais ce qui est important, c'est pas tellement les pratiques en elles-mêmes, c'est le mode de raisonnement qui a permis à ces gens-là d'arriver à ces conclusions, à ces idées nouvelles. Parce que si on comprend le mode de raisonnement, on va pouvoir, au fil du temps, continuer à inventer des nouvelles façons de faire les choses qui vont pouvoir s'adapter, coller au contexte et rester efficaces, même si la situation évolue par rapport à ce qu'elle était, par exemple, il y a 10 ans. Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, en 2010, la documentation de ça, elle est faite ou elle reste encore à faire? On est encore, pour beaucoup, dans une culture orale. C'est-à-dire que des choses comme le fonctionnement de la vélocité, vraiment des choses extrêmement basiques, moi je m'aperçois qu'elles sont encore mal comprises. Et donc des gens qui les ont apprises par leur lecture, en se documentant sur Internet, en lisant des bouquins, ou même, ça me fait un peu peur, mais en les utilisant dans leur entreprise au contact de leurs collègues, viennent ensuite sur des listes de diffusion et posent des questions qui montrent qu'ils n'ont pas bien compris comment on définit la vélocité. Donc ils parlent de vélocité en termes comme si c'était un pourcentage, par exemple, comme si c'était quelque chose qu'on prédit. Alors que la vélocité, c'est quelque chose de tout simple. C'est la quantité de travail qu'on a fait dans une itération qui vient de se terminer. Donc c'est quelque chose qu'on mesure, qui va permettre ensuite de mieux prédire le déroulement du projet. Je trouve intéressant ces années-ci, tout le débat en tout cas, toutes les discussions sur la vélocité, je trouve que c'est un biais du fait que dans l'adoption, beaucoup de gens viennent d'une pensée qui était dirigée par le waterfall, c'est-à-dire une pensée où est-ce qu'on fait des estimés, ensuite on mesure si on suit nos estimés, c'est ça la gestion de projet classique. Et là, aujourd'hui, ces gens-là qui cherchent des points de repère adoptent maintenant la vélocité comme leur nouvelle façon de mesurer et de vérifier si les estimés marchaient, en gardant encore ce même vieux modèle-là de pensée qui n'est pas la pensée agile, parce qu'il faut changer nos points de repère, et moi je trouve que c'est un faux débat, toutes les discussions sur la vélocité, mais c'est difficile
c'est difficile de dire à quelqu'un, c'est un faux débat, ce que tu fais là. C'est pas ça qui est important, c'est autre chose, parce que ça demande d'amener les gens à une prise de conscience et les amener à un autre niveau de compréhension de quel est le système dans lequel ils interagissent. Est-ce que je pourrais dire que le travail que tu fais ces dernières années, parce que bon, tu t'as mis sur pied en France, à Paris, l'Institut Agile. Est-ce que c'est dans cette vision-là de dire on va étoffer, construire, documenter ce qu'il faut pour les gens qui ont une pensée rationnelle peuvent dire oui, l'agilité ça fonctionne, et en même temps s'assurer que les gens l'appliquent de la bonne façon ou mettent en place le système de la bonne façon? C'est ça l'idée. Alors c'est tout neuf. J'y réfléchis depuis déjà pas mal de temps. Et en fait, je pense qu'effectivement le moment a été venu de passer à l'action par rapport à ça, de se dire bon bah il y a un travail à faire. Si je regarde autour de moi, je vois pas beaucoup de monde, très très peu de monde qui s'intéresse à ce travail-là, donc il va falloir retrousser ses manches. Mais il faut replacer ça en fait vraiment dans ce contexte-là, c'est-à-dire que la communauté agile a beaucoup fonctionné sur la transmission orale de ses traditions, de ses connaissances. Il y a maintenant 10 ans après les débuts, il y a une demande beaucoup plus forte pour des choses plus systématiques, plus structurées, tout en respectant quand même le fait que la communauté agile en tant que communauté, elle a quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que on pourrait parler par exemple de la communauté Java ou de la communauté .NET. Ouais. Dans les deux cas, il y a effectivement des personnes qui représentent une communauté, qui sont des gens qui pratiquent, qui ont de l'expertise, mais il y a quand même quelque chose de central dans les deux cas. Il y a maintenant c'est Oracle, un outillage en tout cas une entreprise ou Oracle ou Microsoft qui décide ce que ça va devenir. Donc c'est centralisé. Alors que dans le cas de la communauté agile, c'est bottom-up, c'est-à-dire que c'est la communauté elle-même qui décide qu'est-ce qui est une pratique agile, qu'est-ce qui fait partie vraiment du noyau et qu'on va garder, qu'est-ce qu'on rajoute. Donc il y a des choses qui sont apparues en cours de route qui ne faisaient pas partie de ce qu'on appelait les pratiques agiles en 2001, et puis maintenant on pourrait même pas imaginer de faire un projet agile sans ces choses-là. Par exemple, les rétrospectives qui ne faisaient pas partie, ça surprendra peut-être des auditeurs, les rétrospectives de projet ou les rétrospectives d'itération, ça faisait pas partie des pratiques officiellement recommandées par Extreme Programming ou par Scrum à l'époque du manifeste agile. Ça a été intégré petit à petit. Alors il y avait certainement des gens qui déjà à cette époque-là disaient les rétrospectives c'est une bonne idée, mais si on prenait un échantillon représentatif des gens qui connaissaient bien le sujet et qui venaient aux conférences, et si on les interrogeait sur les rétrospectives, on en aurait peut-être eu beaucoup qui auraient répondu non, on n'utilise pas ou on connaît pas encore cette chose-là. Et puis au fil des années, on a été de plus en plus nombreux à intégrer cette idée de rétrospective dans les pratiques, et jusqu'à la définition même de l'agilité. Et si on interroge quelqu'un aujourd'hui, on va probablement plutôt entendre comme réponse si c'est absolument critique de faire des rétrospectives, d'organiser des rétrospectives à la fin des itérations, parce que ça fait partie du cycle Inspect and Adapt, et que c'est quelque chose qui est dans les gènes de Scrum et d'Extreme Programming. Donc il y a quand même eu quelque chose, il faut avoir ce recul pour s'en rendre compte. Il y a eu une évolution dont tout le monde n'a pas nécessairement conscience. Quand on regarde le contenu de l'agilité, c'est ce que j'aimerais faire aussi avec cet institut dont on va arriver à discuter, c'est qu'on oublie, qu'on mette un petit peu de côté Scrum, XP, Agile. Pourquoi en fait? Parce que justement c'est le fait de se focaliser quasiment jusqu'à l'obsession sur ces étiquettes qui fait qu'on n'a pas été conscient, on n'a pas été attentif à cette évolution très conséquente qui se passait dans le domaine des pratiques.
Donc moi j'ai envie de dire aujourd'hui, parce que on a eu essentiellement une tradition orale, donc ce genre de choses est documenté d'une manière encore un peu floue, pas très systématique, donc il y a beaucoup de gens qui ont du mal à y voir clair. Il faut revenir sur les pratiques, il faut dire oublions Agile, oublions Scrum, oublions Extreme Programming, parce que c'est ça de plus en plus c'est des disciplines qui se recouvrent, qui ont des parties en commun, mais qui ont aussi dans Scrum ou Extreme Programming, il y a des choses qui font maintenant partie à part entière des pratiques agiles et qui ne sont même pas qui font même pas partie du discours officiel. Je pense à des pratiques comme les personas qui commencent à être beaucoup adoptées par les gens qui s'intéressent à la conception centrée sur l'utilisateur, à l'ergonomie, à toutes ces. Donc, à mon sens, les personas commencent à devenir à part entière une pratique agile, au même titre que le refactoring, le développement par les tests, et je trouve que c'est une bonne chose. Donc, comme c'est quelque chose qui n'est ni dans Extreme Programming, ni dans Scrum, l'avantage du terme agile, c'est effectivement ça, c'est d'être un terme suffisamment générique pour qu'on puisse y mettre dedans toutes ces pratiques. C'est sûr que toi, ça s'appelle l'Institut Agile, ça se serait jamais appelé l'Institut XP ou l'Institut Scrum, c'est agile dans le sens large du terme, englobant plutôt que restrictif. Est-ce qu'on peut faire un bon parallèle quand tu dis une culture orale? J'ai envie de te poser la question, est-ce qu'on pourrait dire aussi que c'est une culture un peu comme on avait en 1500, aujourd'hui on est des universités, on est des écoles comme mécanisme de transfert de la connaissance, mais il y était un temps, le mécanisme de transfert de connaissance, c'était celui où est-ce qu'on était apprenti. C'est-à-dire qu'on de père en fils, souvent, même c'était même avec un lien souvent filial. Mon père était, mettons, cordonnier et j'apprenais le métier de cordonnier, j'étais un apprenti. Et ensuite, moi aussi, je faisais ma vie et j'étais pour enseigner à mes enfants ou à d'autres personnes. Et un peu le transfert de connaissances dans le monde agile s'est passé beaucoup comme ça. Mais puis là, le but qu'on voudrait, c'est institutionnaliser plus la chose, documenter et en faire un corpus de connaissances qui même, ce qu'on peut même dire que l'Institut Agile, c'est peut-être l'embryon de quelque chose qui pourrait ressembler à ce qui existe au niveau de la connaissance aujourd'hui, qui est l'université, mais pour l'agilité. C'est un bon exemple. Je dis pas que c'est exactement ça. C'est une belle métaphore. Voilà, les parallèles vont pas être tout à fait exacts. Et je pense que le Agile en 2010 il y a vraiment un besoin de trouver des modes d'institutionnalisation qui ont cette finalité-là de structurer le transfert des connaissances d'une manière un petit peu différente. Ça veut pas dire d'ailleurs de remplacer ce qui existe, ça veut dire de trouver d'autres débouchés. Alors un exemple de ça, même si c'est pas évident que ce soit un exemple quand on y pense comme ça, c'est la question de la certification. C'est-à-dire qu'il y a eu dans la communauté Scrum, c'était les premiers à avoir une réflexion sur quelles sont les choses que tout le monde doit pouvoir savoir sur Scrum pour pouvoir démarrer. Et donc cette réflexion qui était importante, elle a donné Ken Schwaber et les autres définisseurs de Scrum sont arrivés à se mettre d'accord sur les éléments de base qu'on pouvait concentrer en 2 jours de formation. Et puis donc ils ont eu cette idée qui avait plusieurs facettes d'appeler ça une certification. Donc ce qui était intéressant de mon point de vue dans cette idée-là, c'est que quand on allait à une formation Scrum donnée par François Bourgard, qui était la première la personne avec qui moi j'ai fait ma formation Scrum Master. Donc un des premiers formateurs certifiés dans le monde francophone. Absolument. Et qui a contribué en France à démarrer à populariser les idées de Scrum. L'avantage, c'est qu'on pouvait se dire, si je vais à une formation officiellement donnant lieu à la certification Scrum, c'est aussi bien que si j'allais à la formation donnée par Ken Schwaber. Donc c'était vraiment une façon de démultiplier la capacité des fondateurs de l'approche à transmettre leur idée d'une manière qui n'était pas diluée, qui n'était pas déformée,
ça garantissait d'une certaine manière la pureté, l'intégrité des idées. Et cette idée de certification, elle a eu beaucoup de succès, mais je dirais finalement pour les mauvaises raisons, parce que les gens se disaient un certificat, c'est quelque chose qui fait bien sur un CV, qui va me permettre de mieux qui va me donner de la crédibilité auprès de gens qui connaissent pas l'agilité en disant ben s'il est certifié, il doit connaître ça. Oui, parce que s'il est certifié, il est compétent, ce qui n'est pas du tout une bonne déduction à faire. Mais cette idée-là, à l'origine, c'était à mon sens une des premières façons d'institutionnaliser quelque chose qui était dans la communauté agile, qui était jusqu'à présent très très informel. On se rencontre, on discute et c'est comme ça qu'on apprend, ou alors on travaille ensemble sur un même projet et c'est comme ça qu'on apprend. Donc c'est intéressant quand même de voir que des gens de Scrum, leur vision de la certification, c'était pas de dire on va prouver hors de tout doute la personne est compétente, parce que tu suivais un cours mais il y avait aucun examen, il y avait aucun ce qui est un peu différent de par exemple les certifications que des fournisseurs de technologie comme Microsoft ou IBM peuvent avoir, ou est-ce que là c'est des examens souvent à questions multiples, donc ça peut être discutable parce que ça démontre vraiment que les gens sont compétents. Mais donc c'était une autre vision, c'est-à-dire c'est plus qu'on va juste te donner un titre. Puis donc ça prête même à confusion à dire qu'est-ce qu'on veut dire par certification. Et je pense que le débat est encore ouvert aujourd'hui. Je veux pas rentrer dans le débat sur la certification, parce que si tu veux, moi mon intérêt c'est pas de dire X ou Y fait quelque chose et ça me plaît pas, parce que je préfère ça c'est ma démarche personnelle, être dans une approche où je construis quelque chose qui va être une meilleure alternative, et je me dis si je fais quelque chose qui est plus crédible, ça va se voir, ça va se comprendre, et on passera par cette idée-là. Donc par exemple la Scrum Alliance, Ken Schreiber, on codifiait en quelque sorte un certain nombre de choses qui représentaient une formation standard, mais pour autant, il n'y a pas encore eu, j'ai l'impression, un effort en élargissant au champ de toutes les pratiques considérées maintenant comme des pratiques agiles, c'est-à-dire finalement c'est que les personnes qui sont ici à la conférence Agile 2010 dans leur projet, dans leurs différentes entreprises, pratiquent de la façon la plus régulière. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait déterminer par l'observation, par une approche empirique. On pourrait aller interroger des personnes qui sont ici, qui ont un certain nombre d'années de pratique derrière eux avec des pratiques agiles, en disant qu'est-ce que vous utilisez le plus souvent, et établir un corpus de connaissances. Voilà, si on t'a formé pendant, mettons, ça serait pas pendant 2 jours, j'imagine, ça se rendrait peut-être 5 jours, 10 jours peut-être, parce que le corpus de connaissances grandit. Si on considère, mettons, par exemple, que les personas font partie, là encore la question doit se poser. Est-ce que apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les personas, ça devrait, peut-être avoir une compréhension générique, mais approfondie peut-être pas, parce que les gens qui travaillent sur l'expérience utilisateur, eux doivent être bons, mais est-ce que tu veux demander à tous tes développeurs d'être des experts en expérience utilisateur? Probablement pas. Le métier de développement de logiciel est vaste et a plusieurs rôles. Il faut faire la différence aussi entre les pratiques, les compétences et les concepts. Et alors, au-dessus de ça, il faut peut-être encore rajouter une couche qui est la couche des principes. Mais ça, c'est déjà inclus dans le manifeste agile. Donc, comment tu structures ça? Je trouve ça intéressant. C'est-tu un peu le modèle que tu voudrais mettre en place dans le corpus de connaissances que l'Institut Agile documenterait ou l'une des choses que veut faire l'Institut Agile, c'est effectivement ce référentiel des pratiques, des compétences et des concepts. Et l'idée, c'est d'aller traiter le sujet de la manière la plus large possible. Il y a un projet qui a été initié par notamment Ron Jeffries et un certain nombre d'autres personnes. Avec ces personnes en oubliant, je vais même pas essayer de faire la liste. Qui s'appelait Agile Skills Project. On est chanceux, il parle anglais, mais il écoute probablement pas notre podcast. Alors, il y a certains de mes collègues aussi francophones qui ont travaillé là-dedans, parce qu'on arrive aussi à avoir une plus grande collaboration internationale.
Bon, ça c'est encore un autre sujet, mais donc je suis pas le premier certainement, et en tout cas pas le seul à à m'intéresser à cette idée-là de recenser les pratiques agiles, d'essayer de donner une description un peu systématique, et donc en allant au-delà des pratiques, il faut essayer d'identifier un certain nombre de choses. Donc, par exemple, un concept, une notion, un mot dans la terminologie, c'est quelque chose que je peux donner en formation de manière directe. Donc, si je parle de vélocité, je vais pouvoir donner la définition de la vélocité, et si quelqu'un retient la définition, c'est suffisant pour pouvoir ensuite l'appliquer. Donc ça, c'est des notions théoriques. Évidemment, il y en a un certain nombre. Il suffit pas juste d'apprendre ce que c'est que la vélocité. Il faut savoir ce que c'est qu'une itération, etc., etc. Il faut être capable de placer tous ces concepts-là Il faut être capable de les relier entre elles. Il y a ce qu'on va appeler les pratiques. Les pratiques, pour moi, c'est si je me balade dans l'open space et que je regarde ce que les gens font, c'est les pratiques. Donc, si je regarde par-dessus l'épaule d'un développeur et que je vois qu'il utilise un outil qui affiche tantôt une barre verte, tantôt une barre rouge, et puis qu'il écrit des textes et ensuite qu'il écrit du code, c'est au minimum c'est une pratique. Si je vois des post-it sur le mur qui représentent la planification de l'itération en cours, c'est une des pratiques de Scrum. Si je peux essayer de faire des distinctions un peu fines là-dedans, si je vois des post-it qui matérialisent la durée de l'ensemble du projet ou d'une release, je veux dire c'est la pratique du release planning. Mm-hmm. Ou si je vois des calendriers sur lesquels les gens mettent des petites figures souriantes ou qui font la tête, c'est une pratique un peu moins bien connue, un peu moins généralisée. On va pas dire que c'est une pratique qui est centrale à l'agilité, mais qui a été expérimentée ici ou là, qui s'appelle le Nico Nico. Donc une pratique, c'est ça, c'est quelque chose que les gens font de manière récurrente, tu vas pouvoir les voir. Juste les identifier, il y a vraiment un défi même de le vocabulaire, et comment on nomme les pratiques. Des fois c'est très très clair, Nico, mais... Puis d'autres fois il y a des synonymes, alors la même pratique peut avoir des noms différents, puisque Scrum avait un vocabulaire voilà, qui se recouvrait. Alors par exemple le Daily Scrum est assez proche du stand-up dans Extreme Programming, mais il y avait effectivement des petites différences. Et la troisième partie qui est importante, c'est les compétences. Et ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une pratique, c'est on peut s'améliorer dans une compétence. Donc on va pouvoir distinguer quelqu'un qui est novice, par exemple, sur des compétences de refactoring, de quelqu'un qui est intermédiaire ou avancé. Et donc ça fait quand même une différence. La personne va pas être capable de contribuer au même niveau dans une équipe, suivant qu'il est novice. Il va pas non plus retirer la même valeur de sa participation à un projet, suivant le niveau de compétence des autres personnes avec lesquelles il travaille. Donc c'est quelque chose qui voilà, c'est un cadre qui permet de placer les différentes composantes de l'agilité et de mieux identifier les critères qui permettent de distinguer si les gens savent de quoi ils parlent quand ils disent moi je pense être un expert en agile, ou je pense avoir suffisamment profité de mes premières expériences pour être autonome dans un projet. Donc évidemment le fait de publier ces informations-là, ça va aider tout le monde, ça va aider les employeurs à poser les bonnes questions aux personnes qui viennent en entretien d'embauche. Ça va permettre aux personnes qui organisent la formation de savoir par quelles étapes ils doivent passer pour que les personnes puissent intégrer le projet. Et puis en distinguant les pratiques, les notions et les compétences par niveau, ça va permettre aussi d'organiser les parcours de formation. Et tu remarqueras que jusqu'à présent, j'ai pas du tout eu besoin d'employer le mot de certification, alors que tous les bénéfices sont là. Donc moi je dirais ce qui reste à faire, le travail qu'il y a à faire, c'est de trouver des manières plus efficaces et plus adaptées à la situation actuelle, de passer de transférer les connaissances
de s'assurer que les personnes qui rentrent dans cette communauté et qui se mettent à apprendre fassent ça de façon efficace. Mais donc l'Institut Agile, bon, son premier objectif, en tout cas, si on regarderait dans son backlog, c'est de créer ce corpus de connaissances-là, mais est-ce que dans la suite du backlog, est-ce que tu as aussi le transfert des connaissances, c'est-à-dire, un coup qu'on a ces connaissances-là, on peut les mettre sur le web, mais est-ce qu'on peut aussi avoir des cours, des formations, parce qu'il y a différents mécanismes que les gens utilisent pour apprendre. Il y en a qui peuvent être en autodidacte, mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être un peu pris par la main. Est-ce qu'on s'attend aussi que l'Institut va aussi donner des formations à un moment donné dans son parcours? Pas vraiment, parce qu'il y a déjà tout un écosystème, on va dire, d'entreprises, de cabinets de conseil, qui font ça très bien. Donc, qui ont créé des formations. Là où je suis un peu sceptique par rapport à certaines offres de certification, par exemple, c'est que c'est des gens qui font à la fois le métier de formateur, et puis d'un autre côté, avec une autre casquette, qui mettent sur pied des mécanismes de certification dans lesquels on va dire telle formation, elle est bien, donc elle fait partie de la certification, et puis telle autre formation, elle couvre pas les bons sujets, donc on va l'exclure. Donc finalement, ça me met mal à l'aise, parce que c'est quand même un peu un conflit d'intérêts de dire je vais juger si telle ou telle offre de formation elle doit donner lieu à une certification, mais en même temps moi-même je vends des choses comme ça, donc on est juge et parti. Voilà, je vais quand même être tenté de me donner à moi facilement le bon label, et puis aux autres, ouais, on va les faire attendre une semaine de plus. C'est pas bien méchant. Donc, je vais pas prêter des mauvaises intentions, mais je suis très sensible en fait à cette question des conflits d'intérêts. Donc pour moi c'était clair que l'idée de l'Institut Agile, c'est il y a une demande pour des institutions. Donc je vois pas mal de gens autour de moi qui ont cette approche d'essayer de répondre à cette demande de fournir de nouvelles institutions dans la communauté agile pour mieux expliquer, mieux aider à transmettre et continuer à diffuser à diffuser ces idées-là qui sont intéressantes et qui ont des vrais bénéfices pour les entreprises. Encore faut-il le faire dans le respect de certains principes qui sont aussi les valeurs d'origine de l'agilité. L'autonomie, la transparence et un certain je veux être au contact de la réalité, je veux profiter du feedback de la réalité, beaucoup itérer. Donc il y a un côté très pratique, très concret dans l'agilité que moi j'aime beaucoup, qui est-ce que ça marche? Si ça marche, je vais le garder, et si ça marche pas, je vais mettre de côté et essayer autre chose. Moi, ça m'amène à une autre question. Donc, je comprends très bien où se positionne l'Institut Agile. Donc, il n'est pas là pour refaire ce qui marche bien, mais vraiment pour combler une lacune. Mais il existe déjà aussi des organisations qui auraient pu avoir cette mission-là. Je pense entre autres à l'Agile Alliance, qui organise la conférence ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas eux aussi pu se positionner dans dans ce créneau-là en disant on va créer le corpus de connaissances ou dans quelle mesure ça se complète? Parce que je comprends très très bien ta vision. Ta vision, c'est pas de refaire ce qui marche bien, c'est de compléter. Donc, j'imagine que tu as déjà fait une réflexion aussi là-dessus. Est-ce que l'Institut Agile aurait pu se faire comme étant le Agile Alliance France dans une vision d'amener cette alliance-là à se répliquer dans chaque pays? En fait, je fais déjà partie du bureau du board de l'Alliance Agile depuis quelques années. Donc c'est aussi venu de cette expérience-là, de comprendre quelle était cette organisation, de comprendre quelles étaient les missions qu'elle accomplit. Elle fait beaucoup de choses. Donc notamment l'Alliance Agile organise 7 conférences où nous nous retrouvons, où il y a plusieurs centaines de personnes, d'experts notamment, et aussi donc toute une population de personnes qui viennent pour la première fois. Donc ça c'est un vecteur très important de sensibilisation, de premier contact, et
finalement, c'est une organisation qui a un mode de fonctionnement, une structure, qui la rende appropriée, adaptée, on va dire, à une certaine mission, mais pas forcément à toutes les missions possibles. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'apprécie dans les valeurs et les principes qu'on a, c'est il y a une prime à l'initiative. Quelqu'un qui dit on va pas attendre la permission de l'Alliance Agile pour faire quelque chose, mais par contre on va pouvoir aller trouver l'Alliance Agile et dire voilà, j'ai démarré quelque chose qui peut être intéressant, est-ce qu'on peut travailler ensemble, et c'est aussi comme ça qu'on a fait avancer les choses depuis 10 ans, c'est en travaillant beaucoup en réseau, avec des gens qui à chaque fois s'intéressaient à un sujet parce qu'ils trouvaient un bénéfice à le faire, mais sans avoir besoin ni d'avoir un statut particulier, ni qu'on leur donne une autorisation. T'as pas la crainte que, parce que là, c'est dans les prochains mois, les prochaines années, on voit l'apparition de beaucoup d'organisations qui veulent faire des certifications. Il y en a même une qui est annoncée cette semaine par Alistair Coburn et d'autres personnes, qu'on positionne SCI Agile un peu dans le même bac en disant c'est une autre organisation qui voudra faire de la certification. Quand ce que je comprends bien, c'est pas ça du tout le but, mais à cause que c'est comme la mouvance du jour que ton initiative se retrouve prise dans ce débat-là. Je suis pas inquiet parce que pour ce qui est de l'Institut, j'ai pris parti de manière très claire là-dessus en disant ça fait pas partie de la mission de l'Institut de certifier ou de labelliser qui que ce soit. Donc l'idée, ça va beaucoup plus être que si des personnes ont envie de s'auto-évaluer, par exemple en référence au référentiel des compétences, très bien, mais il y aura rien d'officiel là-dessus. C'est vraiment une autre mission qui est beaucoup plus dans la consolidation de la connaissance qui fait partie donc qui a été créée par la communauté agile, qui lui appartient, qui continue à être développée. Dans les autres missions que va avoir l'Institut, il y a aussi quelque chose qui me tient à cœur. C'est de travailler de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus collaborative entre les gens qui sont sur le terrain, qui participent à des projets, qui utilisent les pratiques agiles, et les gens qui font de la recherche dans le milieu universitaire, parce qu'il y a un peu un gouffre entre les deux, et on a du mal à trouver un moyen efficace de travailler ensemble. Et l'autre chose que l'Institut Agile va essayer de faire, c'est de créer des bonnes relations, une bonne entente entre les gens qui sont fournisseurs de services autour de l'agilité et les gens qui sont consommateurs. Donc je vais aussi m'adresser aux grandes entreprises. On a par exemple Microsoft qui fait partie des soutiens financiers de l'Institut Agile. Probablement d'autres, je peux pas encore faire d'effet d'annonce là-dessus parce que c'est pas Microsoft se sont déjà commis. Oui, tout à fait. Ça, c'est tout à fait officiel de leur part. Parce que le fonds de roulement pour connaître SCI Agile, ça prend de l'argent. Hein, l'argent, c'est surtout du temps. Plutôt que d'en faire comme l'autre caractéristique des organisations comme l'Agile Alliance ou au niveau de la France, il y a Agile France dont je fais aussi partie depuis quelques temps. C'est qu'on est tous des bénévoles, donc on a tous un travail à côté. On n'a pas forcément beaucoup de temps à consacrer, ou en tout cas pas forcément au moment où il faudrait. Et donc c'est pas évident de se rencontrer, de se réunir pour faire avancer tout ça. Donc il y a aussi la nécessité que dans les institutions qui se créent, il y a des choses qui soient vraiment un job à plein temps. Moi, c'est pour ça que j'ai mis de côté mes activités que j'avais jusqu'à présent de consultant, de formation, pour dire il y a un gros boulot dans ce recensement des pratiques, ce travail avec la recherche, et aussi comme idée de collecter des données, de collecter des informations sur les projets d'une manière qui soit un peu plus précise que ce qu'on peut avoir avec un simple questionnaire qu'on fait circuler. Et donc pour tout ça, il faut effectivement des moyens. Donc ça m'a amené à demander à des partenaires de financer cette activité. Il faut du temps, donc il fallait pouvoir être au moins une personne à plein temps, et j'espère dans les années qui vont venir
ça va Avoir plus de s'étoffer personnes. un petit peu. Je pense qu'il y a suffisamment de travail pour qu'on soit plusieurs personnes impliquées là-dessus. Et puis voilà, vraiment commencer une nouvelle page, une nouvelle étape. Est-ce qu'on peut même envisager que des instituts agiles, là, il y en a un sur Paris, en France, qui pourrait en avoir dans d'autres pays, un sur peut-être à Montréal, au Canada, en tout cas la langue française aidant, mais un jour il va même avoir le corpus en anglais parce qu'il va aussi avoir tout un travail de traduction puis d'unification, donc un sur les États-Unis puis un peu partout à travers le monde. C'est l'idée aussi. C'est proposer un modèle, donc faire une première itération. Et dire une autre chose que j'apprécie dans la communauté agile, c'est qu'elle a un esprit qui est très compatible avec l'open source. Donc moi je suis pas là pour dire je fais ce truc là et je vais essayer d'en garder le contrôle et c'est une idée. Si elle marche bien, ça me ferait énormément plaisir finalement qu'elle soit reprise ailleurs par des gens qui travailleraient là-dessus de façon toujours autonome, mais toujours en réseau. Et c'est ça, c'est ce mode de fonctionnement, je trouve, qui est intéressant. C'est de dire, là, les gens là où ils sont, là où ils ont l'information, là où ils ont accès à des ressources, là où ils ont des contacts, démarrent quelque chose. Et puis si quelqu'un d'autre trouve le modèle intéressant, il va pouvoir créer quelque chose de similaire dans son coin. Et puis les deux ensuite vont pouvoir échanger des idées. Et donc c'est reproduire finalement à l'échelle des institutions, reproduire ce qui se passe dans la communauté agile pour les individus. Donc toujours les mêmes schémas, les mêmes valeurs, les mêmes principes, mais en montant d'un cran, finalement d'un niveau d'abstraction. Donc c'est intéressant parce que à quelque part ton initiative vient aussi du fait bon, on est rendu là dans l'évolution du modèle de l'adoption de l'agilité. Moi, ce que j'aimerais discuter un peu avec toi, le futur. C'est-à-dire que, bon, imaginons, là, tout va bien avec du temps, donc d'ici 2 ans, il y a un corpus qui commence à naître, qui commence à être là. Moi, en tout cas, personnellement, je vois comme un gros défi que la communauté agile devra réussir à résoudre. C'est que c'est plus juste une personne, 2 personnes, mais c'est une vague d'organisations qui veulent adopter l'agilité. Donc c'est comme si devant nous là, il y a un tsunami de gens qui s'en viennent et disent bon, je veux prendre ça. Et le danger, c'est comment s'assurer que la vision initiale, ou en tout cas les pratiques, ne se trouvent pas diluées et modifiées à un tel point que finalement, on revienne un peu à l'essence de ce qui était le développement logiciel avant, c'est-à-dire dans une approche où est-ce que tout est très cloisonné. Et donc, dans 10 ans d'ici, les gens disent, bon, savez-vous, on l'a essayé, c'est un flop parce que ça ne marche pas. Ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, l'Institut Agile, c'est pour créer ça, mais c'est probablement dans cette vision-là de dire, hey, on veut être là pour répondre à la demande quand elle va arriver, ou elle est déjà là, de toute façon, la demande à un certain niveau. On va peut-être avoir 2 minutes la tête dans les nuages. Mm-hmm. Si vraiment on arrive à faire de cette de la continuation de ce mouvement un succès, je pense que ce qu'on peut espérer, par exemple, c'est prendre une place vraiment importante, par exemple dans les universités, à l'égal de ce que peut être la discipline du génie logiciel. Moi, j'ai ou devenir la discipline du génie logiciel, peut-être. Qui sait, ou remplacer, ou faire concurrence déjà, ça me paraîtrait quelque chose d'intéressant. Le constat que je fais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de software engineering, qui se disent je suis un ingénieur logiciel, etc., et qui utilisent le terme d'une manière très très naturelle, comme si ça avait toujours fait sens depuis les débuts du monde, que le logiciel est quelque chose qui va bien avec la discipline d'ingénierie. Alors qu'en fait c'est un accident de l'histoire, c'est quelque chose qui est pour prendre un terme que j'aime bien, qui est un peu technique, c'est quelque chose de parfaitement contingent. Il y avait rien qui exigeait, qui rendait normal que le logiciel se trouve accolé à l'ingénierie. C'est une conférence, un peu comme celle-là, qui a eu lieu en 1968 en Allemagne, qui
cette année-là posait la question, qui disait est-ce que ce serait intéressant que dans les métiers du logiciel, l'industrie du logiciel, on applique les méthodes de l'ingénieur. Et ce que je trouve assez frappant, c'est qu'en fait la conférence de l'année d'après, donc un an, c'est quand même très très court à l'échelle du développement des connaissances, avait déjà répondu à la question. C'est-à-dire qu'on ne posait plus la question est-ce que le logiciel c'était la réponse. C'était déjà, voilà, là, c'était bouclé. La réponse à la crise du logiciel, la réponse à tous nos soucis, c'est le génie logiciel, c'est software engineering. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, il y a eu de l'eau sous les ponts. Est-ce que la crise du logiciel est réglée ? Non, pas du tout. Est-ce que on a encore des projets qui livrent en retard, avec plein de bugs et dont les utilisateurs sont très mécontents ? Bah oui. Est-ce qu'on en a plus ? Est-ce qu'on en a moins ? Apparemment, d'après les gens qui s'intéressent à cette question-là, c'est pas beaucoup amélioré. Donc finalement, on pourrait se dire voilà. Pourquoi cette discipline du génie logiciel qui s'est installée dans les universités finalement a pas vraiment fait est-ce qu'elle a vraiment fait la preuve de son utilité ? C'est pas évident. Est-ce qu'il y a de la place pour autre chose ? Oui, ça c'est quelque chose dont je suis convaincu. Et donc l'une des choses qui est vraiment intéressante dans ce qui se passe dans cette conférence, si on descend en bas, si on va voir les sessions, on va voir des gens qui parlent de choses techniques, donc qui parlent de code, de programmation. On va voir aussi des gens qui parlent de psychologie, la manière dont on manage les gens. De plus en plus même. Il y en a de plus en plus. Tout ce qui touche le coaching. Ils vont parler aussi de management, ils vont parler de la nature de l'entreprise, de corporate governance. Il y a tout un tas de sujets comme ça. Donc cette mouvance agile, elle a quelque chose d'extraordinaire. C'est cette capacité à puiser dans les disciplines dont elle a besoin, plutôt que comme je pense un petit peu c'est la faille, le défaut du génie logiciel, de puiser seulement dans un petit groupe restreint de disciplines, dont on va considérer quelles sont les bonnes disciplines pour faire une science de l'ingénieur. Et là, à t'entendre ce que tu m'expliques, je comprends beaucoup plus pourquoi l'autre dimension de la mission de l'Institut Agile, de se rapprocher des universités. Parce qu'il faut commencer la conversation pour que ces gens-là prennent juste conscience que, bon, ils sont quand même conscients qu'on existe, parce qu'il y a quand même beaucoup de chercheurs et de gens Mais il faut pas oublier aussi que c'est ces gens-là qui produisent les futurs travailleurs. Mm-hmm. Donc finalement, cette machine de l'université, cette partie du système, produit la matière première essentielle des projets futurs. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que les gens qu'on recrute pour travailler dans des projets logiciels, ils sortent pas du ciel, ils sortent des universités où on leur a appris des choses. Est-ce que ces choses-là sont des choses qui les aident à être efficaces dans leur travail ? Est-ce qu'on leur dit voilà un certain nombre de choses qu'on pourrait appeler la science de la collaboration avec les autres ? Non, pour l'instant, on leur apprend des choses essentiellement techniques et ils n'ont pas on les équipe pas avec les moyens de bien communiquer, par exemple, avec leurs équipiers, de bien se mettre d'accord, de bien échanger sur les choses qu'ils ont appris mais que leurs équipiers connaissent pas forcément. Et il y a vraiment un travail à faire sur cette formation des futurs participants à des projets. J'ai pas envie de dire des futurs ingénieurs parce que ça sera pas des ingénieurs, parce que c'est probablement pas le bon paradigme. L'expérience démontre des derniers 10 ans que c'est pas on n'appelle pas ça agile pour rien. Ça prenait un nouveau terme pour définir ce que c'est, parce que c'est en rupture avec la pensée rationnelle que les écoles d'ingénierie ont, puis pas juste les écoles d'ingénierie, les écoles d'administration aussi. Je t'interromps parce que moi je pense que le fait de réfléchir à la façon dont les gens communiquent, ressentent, je parle vraiment de feeling, de choses affectives. C'est pas irrationnel. Enfin, c'est pas irrationnel. C'est extrêmement rationnel de réfléchir à la manière dont sont constitués les humains.
J'ai pas mal, je me suis un petit peu renseigné là-dessus ces derniers mois. J'ai toujours un petit peu un thème sur lequel je m'intéresse, qui est une curiosité purement personnelle, parce que ça me fait plaisir. Mais souvent, en fait, je m'aperçois que ce que j'apprends pour moi, pour augmenter ma culture, ça finit par me servir dans mon travail. Et là, j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps sur des choses qui sont issues de la science cognitive. Ça fait déjà assez longtemps que je m'y intéresse, mais sur des sujets un peu plus précis comme les biais cognitifs. Qu'est-ce qui fait que finalement le cerveau humain a un certain nombre d'erreurs qui lui sont systématiques, qui l'écartent finalement de la rationalité. Et c'est il y a rien de plus critique, il y a rien de plus raisonné, systématique et à mon sens, c'est des choses qu'on doit savoir, que de se dire, quand je parle à quelqu'un, qu'est-ce qui peut potentiellement le biaiser, lui faire mal interpréter ce que je suis en train de dire. Quand moi-même je prends une décision, quelles sont les choses auxquelles je suis soumis qui peuvent me faire prendre une mauvaise décision. On parlait tout à l'heure, avant de commencer l'entretien, on parlait d'estimation. Il y a un résultat en sciences cognitives qui s'appelle le phénomène d'ancrage, qui est bien établi, qui est extrêmement bien répliqué par des études extrêmement solides, du genre qu'on aimerait avoir un peu plus dans notre discipline à nous, qui montre la chose suivante. Tu proposes aux gens une question d'estimation. Donc tu leur demandes par exemple d'estimer la population du Venezuela, sujet sur lequel ils n'ont pas vraiment d'informations. Et tu fais ça dans 2 conditions expérimentales distinctes, qui sont présentées sous une forme qui n'a rien à voir avec la question. Tu les fais jouer à un jeu de la roue de la fortune, où ils gagnent une certaine somme. C'est un jeu purement fictif. On va faire un jeu pour rire, et ensuite on va vous poser une question. Et on est capable de montrer que si et donc le jeu de la roue de la fortune est truqué, c'est le nombre choisi par l'expérimentateur qui sort. Et donc si au moment de faire le tirage, les gens obtiennent un nombre élevé, ils vont donner pour leur estimation de la population du Venezuela un nombre élevé. Ah oui. S'ils obtiennent un nombre relativement faible, ils vont donner comme estimation pour la population du Venezuela un nombre extrêmement faible. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que moi, on m'a présenté aussi des phénomènes d'ancrage sur un autre modèle, qui est par exemple, c'est en estimation. Si on me parle en semaine, ou plutôt en année, il y a un phénomène d'ancrage. C'est-à-dire, par exemple, la même question pour la population du Venezuela. Si je dis aux gens, pouvez-vous me dire en milliers de personnes, il y a personne qui va commencer à me dire, c'est 10 000 milliers. Mais si je lui dis en millions, lui, il peut me dire, c'est 100 millions. Puis 100 millions, c'est 10 000 milliers. Mais les gens, donc je ferai un ancrage en donnant des milliers, je lui dis, c'est des milliers. Donc, je le biaise. Et ce que tu dis, c'est que ça peut même être encore plus puissant, c'est que tu peux les biaiser juste en leur montrer un chiffre. Qui n'a rien à voir, c'est-à-dire la façon dont tu poses la question, ça c'est vrai qu'on en est peut-être un petit peu plus conscient, elle peut changer la réponse. Mais même le fait de dire, je sais pas, si imagine l'équipe du projet avant de rentrer dans sa réunion d'estimation, est allé manger dans un restaurant chic. D'accord, où l'addition est assez chère. Ils vont estimer plus fort. Ils fêtaient quelque chose, ils vont estimer plus fort. Ils sont allés manger au McDo avant, ils vont estimer plus faible. Parce que, en tout cas, c'est aussi puissant que ça. Les effets d'ancrage sont démontrés. Donc ça veut dire que tu peux pas faire confiance, quand tu démarres une réunion d'estimation. Il faut garder en tête que des effets d'ancrage sont possibles. Donc le fait d'être allé manger avant, au McDonald's ou chez Maxime, ça peut avoir, même si ça n'a aucun rapport, mais ça peut tout à fait avoir un impact sur les informations que tu auras données, qui sont d'une certaine importance pour le déroulement futur du projet. Et tout ça, c'est des choses dont on n'est pas conscient. C'est-à-dire qu'on se fait une idée de nos propres esprits comme étant théoriquement rationnels,
Alors qu'en fait, c'est faux. On est totalement irrationnel. À tout un tas de biais. Et ça, c'est des choses dont il faut absolument avoir conscience. Et c'est juste, tu vois, c'est juste gratter la surface de ce qu'il faut savoir. Je trouve ça intéressant, Laurent, parce que ça me permet de comprendre un peu mieux la conversation qu'on avait avant, parce qu'on discutait justement d'estimation. Et tu me posais des questions que je trouvais un peu drôles. Puis j'avais la misère à comprendre où tu voulais en venir. Puis à un moment donné, tu as commencé à m'expliquer les modèles statistiques. En disant, ben écoute, ce qui est peut-être important, en tout cas, j'essaie de faire une synthèse de ce que tu me dis, ce que j'ai compris, et probablement je vais faire une mauvaise synthèse. Donc tu corrigeras. Mais grosso modo, ce que je comprenais, c'est d'avoir des modèles statistiques, ça peut être intéressant parce que ça peut nous permettre de essayer d'enlever ces phénomènes, par exemple, d'ancrage-là, ou en tout cas des phénomènes totalement aléatoires qu'on ne contrôle pas, et qu'on devrait peut-être juste reconnaître, dire, il va y avoir des phénomènes aléatoires, et on va être irrationnel, donc ne pensons pas que quand on demande aux gens de dire, OK, par exemple, dans un planning game, vote pour dire combien d'heures tu penses que ça prend à faire telle tâche, le chiffre qu'il va donner est peut-être pas si important que ça. Ce qui est peut-être plus important, c'est d'avoir plusieurs personnes qui vont donner un chiffre et après ça, de faire un modèle statistique ou dire on va chercher à trouver. J'ai peur qu'en fait les gens qui nous écoutent se disent bon oula, il peut commencer à parler de statistiques, de probabilités, etc. Ça va être des choses très techniques. Mais en fait non, c'est ce que je suis en train de dire et ça m'est venu tout à l'heure quand on en discutait. C'est vraiment une idée nouvelle d'aujourd'hui pour moi. Je m'inquiète tout d'un coup sur la pratique habituelle du planning poker qui consiste à faire que chaque personne donne une estimation en sortant une carte et ensuite si les gens sont pas d'accord on va leur demander de converger et de se mettre d'accord et je me demande si ça c'est pas finalement quelque chose de très dangereux qui va systématiquement détruire de l'information. Donc moi ma manière de réfléchir à ça c'était et c'est quelque chose sur que j'ai un petit peu étudié ces derniers temps, qui est la théorie des probabilités, la statistique. Et notamment, il y a une interprétation de la probabilité que je trouve vraiment intéressante, qui est l'interprétation bayésienne, où on dit une probabilité, c'est pas quelque chose qui caractérise un objet ou un phénomène physique dans le monde extérieur. En fait, une probabilité, avant tout, c'est une manière de caractériser mon état de connaissance subjectif. Une probabilité, c'est quelque chose qui me permet de quantifier mon incertitude, mon état d'ignorance ou de connaissance. Et donc du coup, c'est intéressant parce que là, on flippe le terme incertitude en disant c'est plutôt ce que je ne connais pas voilà. Sur ce que j'essaie d'estimer. Et du coup, je trouve que c'est un bel exemple d'un sujet sur lequel on peut certainement trouver assez rapidement des choses très puissantes parce qu'il est à l'intersection de deux disciplines scientifiques qu'on a rarement mises ensemble, qui sont la psychologie des biais de manière générale, de l'irrationalité de nos esprits, et puis d'un autre côté la probabilité. Alors vu de loin, ça a l'air très abstrait, ça a l'air très éthéré, mais en fait il y a des applications extrêmement pratique et immédiate pour des gens qui sont autour d'une table en train de faire une réunion d'estimation de planning poker. Et ce que je me disais, c'est quand même tout à l'heure, cette conclusion-là, elle me fait un peu peur parce que ça veut dire que la manière dont beaucoup d'équipes dans des entreprises font leurs réunions de planning poker, maintenant que j'y pense, peut être très dangereuse. Donc si je dis ce que j'essaye de trouver quand je donne une estimation, c'est une formalisation de mon incertitude. Et on parlait d'une session que moi j'ai pas vue, que tu as beaucoup appréciée ici à Agile 2010, qui suggérait de donner 2 chiffres à chaque fois qu'on fait une estimation. Pour la même personne, je vais dire, je pense que c'est entre, mettons 5 et 13. Toujours en prenant, on sait quand on fait du planning poker. Toujours avec les cartes du planning poker. C'est les cartes qui sont la fameuse suite de. Là, ça, c'est la différence aussi entre une pratique et une compétence. C'est-à-dire que le planning poker, le fait de dire on se met autour d'une table avec des cartes à jouer qui nous permettent de donner nos estimations, ça, c'est une pratique. Mm-hmm. Pour que ce soit une compétence, il faut aussi avoir cette idée, il faut aussi avoir certaines connaissances théoriques, être capable de les appliquer en disant quelles sont les conséquences de faire les choses de telle ou telle manière. Donc si tu dis aux gens donnez 2 chiffres à vos estimations, bah déjà ça ajoute une information qui est complètement différente.
Et comme tu disais, la personne qui dit pour une tâche donnée, pour une user story donnée, mon estimation c'est 5. Et 5, ça fait pas la différence entre c'est 5 et je suis très confiant, ou c'est 5 mais ça pourrait aussi bien être 13. Alors que la personne qui donne deux chiffres, un plus bas et un plus élevé, donne beaucoup plus d'informations. Elle dit, si elle dit c'est entre 5 et 8 ou entre 2 et 3 ou des chiffres assez rapprochés. Ou entre 5 et 50. Voilà, là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit juste plus d'incertitude. Ce qu'elle nous dit, c'est que j'ai aucune idée. Donc je suis loin d'être un expert pour comprendre. Je sais juste que je suis dans le néant parce que ça peut me prendre autant 50 points que 5 points. Et si tu réfléchis bien, la pratique du planning poker où on dit aux gens, vous allez vous mettre d'accord, vous allez converger sur un chiffre, pour moi c'est du consensus un peu forcé, c'est-à-dire qu'on va demander aux gens d'éliminer l'information qu'ils avaient au départ. Si le premier round du planning poker, tu as quelqu'un qui dit 2 et quelqu'un qui dit 40, t'as appris quelque chose, t'as appris que dans l'équipe il y a au minimum des divergences sur la compréhension de la tâche. Mais c'est intéressant qu'ils aient la discussion. Et je comprends, au sens où on a appris à certaines équipes d'animer les réunions de cette manière-là. Le fait de discuter entre nous de pourquoi on dit 2, pourquoi il y en a un qui dit 2, pourquoi il y en a un qui dit 40, c'est utile. Mais j'ai l'impression que ce serait que la manière la plus efficace, maintenant que j'ai intégré ce que je connais qui vient de la théorie des probabilités, ce que je connais qui vient de la psychologie des biais cognitifs, à mon avis, ce serait peut-être une manière plus efficace de travailler que d'avoir la conversation d'abord, et puis ensuite demander à tout le monde dans l'équipe de donner son estimation, et ensuite de prendre l'intégralité de ces informations-là. Donc, après la conversation, s'il y en a encore un qui dit 2, un qui dit 5, un qui dit 13, ça c'est une information très importante. Parce que ça nous donne une espèce de courbe. Si je me dis, est-ce que c'est une courbe en cloche avec un pic très marqué, ou est-ce que c'est une courbe en cloche qui est beaucoup plus étalée, ça c'est de l'information dont j'ai besoin pour me dire, quand j'accumule tout ça dans une prédiction globale pour le projet, est-ce que c'est une prédiction sur laquelle je peux vraiment compter, ou est-ce que c'est une prédiction dans laquelle finalement on me dit la date de sortie la plus probable du projet c'est juin 2011, mais il y a quasiment autant de chances que ça arrive par exemple en décembre 2011. Ça c'est important comme info. Parce que l'addition de tous ces petits billets-là, en tout cas de ces petits risques-là, à la fin font un gros risque. Voilà. Parce que, à quelque part, à cause de ce que tu as appris maintenant sur les biais cognitifs, tu mets en doute qu'une discussion de 15 minutes entre les deux personnes, parce que qu'est-ce que dit le planning poker, c'est quand quelqu'un dit 2 puis l'autre dit 40, ben là, il y a une conversation à avoir. Pourquoi? Puis là, on présume qu'en s'expliquant, il va y avoir une nouvelle information qui va naître et qui va enlever la partie risque qui existait, puis la convergence va faire que on va vraiment il y aura plus de risque. Puis s'il y en a un par exemple qui dit 40 parce que il est allé manger dans un resto chic avant, et du coup si tu forces l'équipe à tenir compte de ce que dit tout le monde, tu vas multiplier les effets d'ancrage. Donc moi j'aurais un petit peu cette inquiétude que celui qui a dit 40 pour une raison qui n'a pas grand chose à voir tire à lui les autres. Donc si on fait une moyenne, il va déformer il va tirer la moyenne à lui. C'est pas forcément la meilleure manière de faire. Alors que si tu dis je vais pas demander aux gens un consensus forcé, mais je vais vraiment tenir compte de la diversité des points de vue, peut-être on est un peu plus dans le jeu. On s'entend que pour réussir à aller là, il faut savoir prendre l'outillage, parce que ce qui est très apprécié beaucoup dans les techniques agiles, c'est qu'on cherche toujours la simplicité. D'où pourquoi une seule mesure, la carte, et là, si on veut avoir des modèles plus étoffés comme ça, les outils informatiques vont nous aider, parce qu'on pourra probablement pas faire ça avec juste des cartons puis du papier puis un crayon, mais on s'en va là de toute façon. Là. Ouais, tu as tout à fait raison. Et on peut avoir ces discussions un peu philosophiques, et certains de nos auditeurs vont dire « Ouf, man, ils en fument du bon, ces gens-là », mais
en arrière de ça, faut quand même reconnaître que le planning poker, c'est déjà beaucoup, beaucoup mieux que les techniques ancestrales justement du génie logiciel d'estimation qui était qu'à quelque part, l'équipe était en tout cas très peu consultée et souvent même ça finissait que c'était quelqu'un du groupe de marketing qui avait décidé de la date de livraison. Ou directement le client sans aucune... On était très, très, très loin de la pensée rationnelle. Et puis on est un certain nombre aussi à avoir souffert de ça. Donc moi je pense que c'est vraiment des questions très terre à terre. C'est est-ce que je suis capable de donner des estimations crédibles, ce qui va faire que je vais pouvoir effectivement travailler mes 40 heures par semaine, mais en livrant un maximum de valeur. Donc on est dans un marché gagnant-gagnant. Ou est-ce qu'on va se retrouver comme ça arrive encore trop souvent, même maintenant en 2010, dans un système qui marche complètement sur la tête, où d'une part mon patron va me demander de faire 60 heures parce qu'il a l'impression que c'est la seule manière qu'il va avoir d'arriver à obtenir au final ce qu'il veut, mais et le client, lui, de son côté, il va finir lésé parce que à travailler 60 heures par semaine, j'ai plus de motivation et j'ai plus de qualité dans mon travail. Donc finalement, on se retrouve encore trop souvent aujourd'hui avec des marchés perdant-perdant. Laurent, on parle, on va essayer de clore la discussion, mais pour terminer, moi, une des choses que je trouve fort intéressante de tout l'Institut Agile, en tout cas de ce que tu veux mettre en place, c'est justement ce corpus de connaissances-là, puis la vision de dire il faut aller après ça vers les universités pour que les générations futures apprennent de ce qu'on est en train de tout créer, la communauté agile, et que ça devienne partie de notre patrimoine quasiment génétique, mais qui se transfère de génération en génération. Est-ce que je comprends bien ta vision globale quand je résume ça à ça? J'aime bien ta façon de le dire parce que c'est une façon de l'exprimer positivement, alors que j'étais peut-être plus dans une inquiétude, dans une réponse à une angoisse qui est est-ce que toutes ces pratiques qui ont vraiment très bien marché pour moi quand j'étais surtout sur le terrain dans les projets, qui m'ont vraiment apporté beaucoup, qui ont vraiment facilité ma vie, ce serait vraiment terrible qu'on perde ça parce que la communauté ne sait pas se structurer correctement, ou parce que les intérêts commerciaux finalement prendraient le pas là-dessus, et du coup on circulerait dans le cycle de hype, recommencer la route, voilà, et puis finir en désillusion, et que ces pratiques soient abandonnées par faute d'avoir su les protéger, les conserver, les transmettre, les consolider, et vraiment faire quelque chose de durable. Donc ça fait vraiment partie de ma motivation. Est-ce qu'on peut même dire que s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui disent « Hey, moi j'adhère à ça. Je pense aussi que c'est important que le transfert de connaissances aux générations futures existe. Et je voudrais mettre la main à la pâte, c'est quoi? C'est-tu juste de faire signe à l'Institut Agile? Je disais, hey, je veux contribuer, puis parce que je doute que vous soyez dans un modèle fermé. C'est plus s'il y a des gens qui veulent contribuer et un petit effort ici et là, donc ça peut être quand même minime, mais si chaque personne met son petit pouce, son petit doigt à la fin, ça fait une puissance. Est-ce que ça peut être même envisageable que les gens envoient un email à l'Institut Agile en disant... C'est comme ça qu'on fonctionne. De toute façon, on est ouvert. Ça tombe bien aussi qu'on en parle en français, parce que c'est pour des raisons qui sont surtout des raisons d'être efficace, de dire, moi je travaille à Paris, donc je me suis focalisé sur le marché français. Il n'y a pas beaucoup de traduction des livres vers le français, donc de toute façon il y a aussi un travail à destination de la communauté francophone, et j'ai toujours pensé, c'est pour ça que j'avais écrit le bouquin en 2002 sur Extreme Programming, c'était important que la communauté francophone ait aussi accès à ça dans sa langue d'origine, mais même au-delà, c'est quelque chose qui doit se partager. Donc moi j'ai envie de dire, évidemment que tout le monde peut m'envoyer un mail pour avoir plus d'informations, je serais ravi. T'es chanceux de quand même pas 100 000 auditeurs, donc tu recevras pas 100 000 courriers électroniques demain matin, mais malgré ça, il faut juste les bonnes personnes qui voient l'intérêt et... Tout à fait. J'aurais certainement de toute façon
à faire appel à beaucoup de correspondants pour me dire, parce que ce qui intéresse vraiment l'Institut, c'est de faire ce lien entre la théorie et ce qui se passe sur le terrain, c'est quelque chose de fondamental. Donc des correspondants. Au-delà de ça, c'est un consortium d'entreprises. Donc pour l'instant sur le sol français, mais si le modèle se propage, on peut très bien imaginer qu'il y a un institut canadien, ou quel que soit le niveau finalement. Je vois très bien, en tout cas, l'embryon de quelque chose qui pourrait naître, en tout cas en territoire québécois, la langue aidant, mais sur un modèle plus canadien, ça serait possible. En tout cas, ça serait probablement si ça marche bien, ça serait probablement le prochain endroit où ça pourrait se faire sur la planète, et après ça montrer qu'on peut le faire aussi en Allemagne, en anglais, en japonais et compagnie, parce que c'est le but, c'est de multiplier, puis c'est la force du nombre. Pas juste les Français qui doivent bénéficier d'une belle initiative. Ben non. Écoute, Laurent, moi je te remercie beaucoup. C'était une discussion fort intéressante. En même temps, ça m'a permis même de pas juste de parler d'Institut Agile, mais même de clore notre discussion de ce matin où est-ce qu'on parlait d'estimation. Donc, et comme toujours, c'est la raison pourquoi je fais ce podcast-là. Je vais me coucher ce soir un peu moins niaiseux. Je vais avoir appris quelque chose parce que tous les jours, on a quelque chose à apprendre. Et souvent, on apprend, c'est quand on pense le moins qu'on va apprendre, ou en tout cas, quand on s'attend le moins qu'arrivent les fameux insights où on fait comme « Ah! » Et merci, j'ai eu quelques insights pendant la conversation. Moi aussi, très content, comme d'habitude. Moi, je vais juste faire quelques annonces pour nos auditeurs. L'émission est en août. La communauté .NET Montréal reprend ses activités début septembre. Donc, je crois que c'est le 8 septembre. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site web pour vous inscrire si vous n'êtes pas déjà membre de la liste de distribution. Et nous, on revoit nos auditeurs justement le 8 septembre où on va faire une émission où on va parler avec Mathieu Zablowski du nouveau gabarit de modèle de processus pour Team System, le gabarit qui s'appelle Visual Studio Scrum, donc le gabarit Scrum dans Team System. Donc on va rester encore dans l'agilité, c'est comme un sujet qui me passionne, je crois. Sur ça, je vous souhaite bonne programmation et à la prochaine. Visual Studio Talk Show.